La réponse ne se trouve pas dans la génétique, ni dans la chance, ni dans les circonstances extérieures. La réponse est en vous, dans les habitudes que vous développez en tant que parent chaque jour. Au cours de mes années d'expérience en tant que psychiatre et après avoir travaillé avec des milliers de familles, j'ai découvert qu'il existe 7 habitudes spécifiques qui font la différence entre élever des enfants vulnérables et des enfants mentalement forts. Bonjour, je suis Boris Cyrulnik et aujourd'hui je veux partager avec vous quelque chose qui peut transformer complètement la vie de vos enfants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains enfants semblent avoir une force mentale extraordinaire alors que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Pourquoi certains petits affrontent les défis avec courage et d'autres fuient au premier obstacle? Je vais vous avertir de quelque chose. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va remettre en question de nombreuses croyances que vous avez sur l'éducation. Vous allez découvrir que certaines choses que vous croyez faire pour protéger vos enfants sont en réalité en train de les affaiblir et vous apprendrez que forger la force mentale chez un enfant n'a rien à voir avec le fait d'être dur ou froid, bien au contraire. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, non seulement vous connaîtrez ces 7 habitudes transformatrices, mais je vous donnerai aussi les outils spécifiques pour les mettre en œuvre dès demain. Parce que, comme je le dis toujours, la connaissance sans action ne sert à rien, et l'action sans connaissance peut être dangereuse. La première habitude qui fait la différence entre un parent qui élève des enfants forts et un qui ne le fait pas est quelque chose qui semble contradictoire, mais qui a une logique neurobiologique parfaite. Validez les émotions de vos enfants sans les surprotéger des conséquences naturelles de la vie. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau de votre enfant lorsqu'il ressent des émotions intenses. Lorsqu'un enfant éprouve de la tristesse, de la frustration, de la peur ou de la colère, son système limbique, cette partie primitive du cerveau qui gère les émotions, s'active intensément. À ce moment-là, l'amygdale cérébrale envoie des signaux d'alarme dans tout le système nerveux. Or, en tant que parents, nous avons 2 options. La première, qui est la plus naturelle et instinctive, est de courir pour sauver notre enfant de cette émotion inconfortable. Ce n'est rien, mon amour. Ne sois pas triste. Viens, maman va régler ça. Il n'y a pas de raison de se fâcher. Cette réponse, bien qu'elle naisse de l'amour le plus pur, envoie un message dangereux au cerveau de l'enfant. Les émotions difficiles sont mauvaises. Tu ne peux pas les gérer seul. Il y aura toujours quelqu'un pour te sauver. La deuxième option, celle qui caractérise les parents qui élèvent des enfants mentalement forts, est de valider l'émotion, permettant à l'enfant de la traiter. Je vois que tu es très fâché parce que ta sœur a pris ton jouet. Je comprends que tu te sentes triste parce que ton ami n'a pas voulu jouer avec toi. C'est normal que tu aies peur face à cette nouvelle situation. Quelle différence cela fait-il au niveau neurologique? Lorsque nous validons sans sauver, nous aidons le cortex préfrontal de l'enfant, cette partie du cerveau responsable de la régulation émotionnelle et de la prise de décision, à se renforcer. C'est comme si nous faisions faire de l'exercice à ce muscle mental. Je vous donne un exemple pratique. Votre fils de 8 ans arrive en pleurant parce qu'à l'école, un camarade lui a dit quelque chose de blessant. L'impulsion naturelle est de dire « ne l'écoute pas, il ne sait pas ce qu'il dit ». Ou pire encore, « demain j'irai parler à sa mère ». Un parent qui élève des enfants mentalement forts dirait « je vois que ces mots t'ont fait beaucoup de mal ». C'est normal de se sentir ainsi quand quelqu'un nous dit quelque chose de blessant. Raconte-moi, comment penses-tu que tu pourrais gérer cette situation si elle se reproduisait? La différence est abyssale. Dans le premier cas, vous lui apprenez que les émotions sont des ennemis qu'il faut éviter et qu'il y aura toujours quelqu'un d'extérieur pour résoudre ses problèmes. Dans le second cas, vous lui apprenez que les émotions sont des informations précieuses et qu'il a des ressources internes pour les gérer. Mais attention, valider ne signifie pas permettre des comportements inappropriés. Si votre fils est en colère et décide de frapper son frère, vous validez l'émotion, mais vous posez des limites claires au comportement. Je comprends que tu sois en colère.
Cette émotion est valide, mais frapper n'est pas permis. Nous allons trouver une façon plus appropriée d'exprimer ta colère. La neuroscience nous dit quelque chose de fascinant. Quand un enfant apprend à nommer et valider ses émotions, l'activation de l'amygdale diminue et les connexions avec le cortex préfrontal se renforcent. C'est-à-dire que vous construisez littéralement un cerveau plus résilient. Et avant de continuer avec la deuxième habitude, si ce contenu vous est utile pour votre famille, je vous demande de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci de m'accompagner dans ce voyage vers une parentalité plus consciente et vers des enfants plus forts. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo où nous continuerons d'explorer des outils pratiques pour le bien-être de nos familles. Chaque like me dit que ce message atteint des parents qui veulent vraiment élever des enfants plus forts et votre abonnement me permet de continuer à rechercher et partager des outils qui peuvent transformer la vie de nos enfants. De plus, lorsque vous vous abonnez et activez la petite cloche, vous vous assurez de ne manquer aucune stratégie qui pourrait vous aider dans ce chemin magnifique mais difficile de la parentalité. La deuxième habitude est l'une des plus puissantes, mais aussi l'une des plus difficiles à mettre en œuvre dans notre culture actuelle, obsédée par les résultats et le succès immédiat. Les parents qui élèvent des enfants mentalement forts apprennent à leurs enfants à valoriser le processus, l'effort et l'apprentissage au-dessus du résultat final. Permettez-moi de vous raconter quelque chose qui m'a profondément marqué lors d'une consultation. Il y a quelques mois, une mère est arrivée avec sa fille de 12 ans. La petite était brillante scolairement. Elle avait toujours eu d'excellentes notes, mais maintenant, elle refusait d'aller à l'école. Le motif, pour la première fois de sa vie, elle avait échoué à un examen de mathématiques et son monde s'était effondré. Au cours de la conversation, j'ai découvert que cette mère, avec les meilleures intentions, avait construit toute l'estime de soi de sa fille sur les résultats. « Tu es tellement intelligente, je suis si fier de tes notes, tu es la meilleure de ta classe. » Lorsque le résultat n'est pas arrivé, la fille a senti qu'elle avait perdu toute sa valeur en tant que personne. Que se passe-t-il ici neurologiquement lorsque nous félicitons uniquement les résultats? Nous activons le système de récompense du cerveau de manière très spécifique. L'enfant apprend que sa valeur en tant que personne dépend de l'obtention de ce renforcement externe. Son cerveau devient littéralement accro à la validation externe et développe ce que nous appelons une mentalité fixe. En revanche, lorsque nous louons l'effort, la persévérance, la stratégie utilisée ou la capacité d'apprendre des erreurs, nous renforçons les connexions neuronales associées à la résilience et ce que Carol Dweck appelle la mentalité de croissance. Je vous donne des exemples concrets de comment faire ce changement. Au lieu de dire « tu es très intelligent » quand votre enfant a une bonne note, essayez « je vois que tu as fait beaucoup d'efforts pour étudier et cela a porté ses fruits ». Au lieu de « tu es le meilleur joueur de l'équipe », essayez « j'adore voir comment tu as amélioré ta technique avec tant d'entraînement. » Mais voici la partie la plus difficile pour beaucoup de parents. Nous devons aussi changer notre langage quand les choses ne se passent pas bien. Quand votre enfant échoue à un examen, au lieu de le consoler en disant « ce n'est pas grave, tu es très intelligent », essayez. Analysons quelle stratégie d'étude nous pouvons améliorer pour la prochaine fois. L'un des moments les plus puissants que vous puissiez créer en tant que parent est d'aider votre enfant à trouver l'apprentissage dans chaque échec. Quand mon plus jeune fils avait 10 ans et a perdu une compétition de natation dans laquelle il avait mis beaucoup d'attentes, au lieu de le consoler avec des phrases creuses, nous nous sommes assis ce soir-là pour analyser ce qu'il avait appris de l'expérience. Il m'a raconté qu'il avait découvert qu'il devenait très nerveux avant les compétitions et que cela affectait sa performance. Ensemble, nous avons développé des stratégies de respiration et de visualisation. 6 mois plus tard, non seulement il s'était amélioré en natation, mais il avait appris des outils de gestion de l'anxiété qui lui ont servi toute sa vie. La neuroplasticité cérébrale est extraordinaire chez les enfants. Chaque fois que nous affrontons une difficulté, comme une opportunité d'apprentissage au lieu d'un échec, nous recablons littéralement leur cerveau pour la résilience.
Mais attention à une erreur courante. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas célébrer les réussites. Bien sûr que nous pouvons être fiers lorsque nos enfants atteignent leurs objectifs. La clé réside dans la manière dont nous le faisons. Nous célébrons le chemin parcouru, l'effort investi, les compétences développées, pas seulement le trophée. Enfin, la troisième habitude qui distingue les parents qui élèvent des enfants mentalement forts est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Il s'agit de permettre à leurs enfants d'expérimenter la frustration et de leur enseigner des outils spécifiques pour la gérer. Dans notre culture actuelle, la frustration est devenue l'ennemi numéro 1 de l'enfance. Nous, les parents, courons éliminer tout obstacle qui pourrait causer un malaise à nos enfants. Si le puzzle est difficile, nous le résolvons. Si le jeu vidéo est compliqué, nous le passons. Si le devoir scolaire lui coûte, nous le faisons nous-mêmes. Mais voici le problème. La frustration n'est pas l'ennemi, c'est l'entraîneur personnel de la force mentale. Chaque fois que nous privons nos enfants de l'opportunité d'expérimenter et de surmonter la frustration, nous leur volons la possibilité de développer l'un des muscles mentaux les plus importants, la tolérance à l'inconfort. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous ressentons de la frustration. Lorsque nous sommes confrontés à un obstacle que nous ne pouvons pas résoudre immédiatement, un réseau neuronal complexe s'active, incluant le cortex préfrontal, le cortex singulaire antérieur et plusieurs régions du système limbique. Cette activation, bien qu'inconfortable, est absolument nécessaire pour le développement de la persévérance et de la créativité. Les études de neuroimagerie nous montrent quelque chose de fascinant. Les enfants qui ont appris à tolérer la frustration développent un cortex préfrontal plus robuste, mieux connecté et plus efficace. C'est comme si chaque expérience de frustration bien gérée était une séance d'entraînement pour le cerveau. Mais voici la clé. Permettre la frustration ne signifie pas abandonner nos enfants à leur sort. Les parents qui élèvent des enfants mentalement forts agissent comme des entraîneurs émotionnels, pas comme des résolveurs de problèmes. Je vais vous raconter une histoire qu'une mère m'a partagée en consultation. Son fils de 7 ans essayait de construire une tour très haute avec des blocs de construction. Encore et encore, la tour tombait et l'enfant se frustrait davantage. L'instinct de la mère était de l'aider ou de lui suggérer de construire quelque chose de plus simple, mais elle s'est souvenue de notre conversation précédente et a décidé d'essayer une approche différente. Elle s'est assise près de lui et lui a dit « Je vois que la tour continue de tomber et cela te frustre. » La frustration est cette sensation inconfortable qui apparaît quand quelque chose ne se passe pas comme nous le voulons, n'est-ce pas? L'enfant a hoché la tête. Tu sais quoi? La frustration est comme un entraîneur très strict. Elle apparaît pour nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu crois qu'elle essaie de t'apprendre maintenant? L'enfant est resté pensif et après quelques minutes, il a dit « Peut-être que j'ai besoin de rendre la base plus large. » La mère a validé sa réflexion. Quelle observation intelligente! Veux-tu essayer cette stratégie? Ce qui s'est passé ensuite était magique. Non seulement il a construit la tour la plus haute qu'il n'ait jamais faite, mais il avait appris quelque chose de bien plus précieux, que la frustration contient des informations utiles, et qu'il avait les ressources internes pour la traiter et agir en conséquence. Mais enseigner à gérer la frustration nécessite des outils spécifiques. L'un des plus puissants est la technique de la pause respiratoire. Quand vous voyez que votre enfant commence à être frustré, apprenez-lui à s'arrêter, respirer profondément 3 fois et se demander « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ?» Un autre outil fondamental est le recadrage. Au lieu de voir la frustration comme une ennemie, apprenez à votre enfant à la voir comme une information précieuse. Ma frustration me dit que ce problème est important pour moi et que je dois penser à de nouvelles stratégies. Il est également crucial d'enseigner la différence entre la frustration productive et la frustration destructrice. La frustration est productive lorsqu'elle nous motive à chercher de nouvelles solutions, à faire plus d'efforts ou à demander de l'aide de manière appropriée.
Elle est destructrice lorsqu'elle nous conduit à abandonner, à exploser émotionnellement ou à blâmer les autres. Un exercice que je recommande beaucoup aux parents est de créer des moments de frustration contrôlée. Proposez à votre enfant des défis que vous savez difficiles pour lui, mais qui sont dans ses capacités s'il fait des efforts et persévère. Cela peut être un puzzle un peu plus difficile que d'habitude, une recette de cuisine avec plusieurs étapes ou même un jeu vidéo éducatif stimulant. L'important est d'être présent comme coach émotionnel pendant ces moments. Non pour résoudre le problème à sa place, mais pour l'aider à traiter les émotions qui surgissent. La quatrième habitude est fondamentale, mais souvent mal interprétée. Favoriser l'autonomie progressive de nos enfants sans les abandonner émotionnellement. Les parents qui élèvent des enfants mentalement forts comprennent que la dépendance excessive est l'ennemi silencieux de la force mentale. Dans mon cabinet, je vois de plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes qui arrivent avec une anxiété paralysante face aux décisions les plus basiques de la vie. Pourquoi ? Parce que pendant des années, leurs parents, avec tout l'amour du monde, ont pris toutes les décisions pour eux. Quand un enfant n'a jamais l'occasion de choisir, de se tromper et d'apprendre de ses erreurs, son cerveau ne développe pas les réseaux neuronaux nécessaires à la prise de décision autonome. C'est comme si vous aviez un muscle que vous n'utilisez jamais. Il s'atrophie. La neuroscience nous montre que le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision, de la planification et du contrôle exécutif, se renforce précisément lorsque nous l'utilisons pour résoudre des problèmes et prendre des décisions adaptées à notre âge. Mais voici l'art. L'autonomie doit être progressive et adaptée au développement. Un enfant de 3 ans peut choisir entre 2 options de petit déjeuner, mais ne peut pas décider s'il va ou non à l'école. Un adolescent de 15 ans peut gérer son emploi du temps d'études, mais n'est peut-être pas encore prêt à décider de certains aspects de sa vie sociale sans orientation. Je vous donne un exemple pratique qui a transformé la vie d'une famille venue me consulter. Ils avaient un fils de 10 ans qui était brillant, mais incapable de s'organiser au niveau basique. Chaque matin était un drame. La mère devait tout lui rappeler, du brossage des dents au sac d'école. Nous avons mis en place ce que nous appelons l'autonomie scaffolding, c'est-à-dire l'autonomie avec étayage. Nous avons créé un système où l'enfant avait la responsabilité de se préparer pour l'école, mais avec un soutien initial qui se retirait progressivement. La première semaine, la mère l'a aidé à créer une liste de vérification visuelle avec toutes les tâches matinales. La deuxième semaine, il se chargeait de suivre la liste, mais elle lui rappelait de la regarder. La troisième semaine, il était entièrement responsable de suivre sa routine et elle n'intervenait que s'il demandait de l'aide. Le résultat, en 1 mois, non seulement il était devenu autonome dans sa routine matinale, mais il avait développé un sentiment de compétence et de fierté qui s'est transféré à d'autres domaines de sa vie. La clé est d'identifier quelles décisions et responsabilités sont appropriées pour chaque âge et tempérament. Un enfant introverti aura peut-être besoin de plus de temps pour développer une autonomie sociale, tandis qu'un enfant plus impulsif aura besoin de plus de structure dans la prise de décision. L'une des erreurs les plus courantes est de confondre autonomie et abandon. Favoriser l'autonomie ne signifie pas laisser nos enfants se débrouiller seuls émotionnellement. Cela signifie être disponible en tant que consultant et soutien émotionnel, pendant qu'ils s'exercent à être les protagonistes de leur propre vie. Par exemple, si votre adolescent a un conflit avec un ami, au lieu d'appeler vous-même les parents de l'ami ou de lui dire exactement ce qu'il doit faire, vous pouvez lui dire « Je vois que cette situation te préoccupe. As-tu réfléchi aux options que tu as ? Je suis là pour t'écouter et t'aider à réfléchir aux conséquences de chaque option, mais au final, la décision t'appartient. » Un autre outil puissant est ce que j'appelle les décisions à faible risque. Cherchez constamment des occasions pour que votre enfant prenne des décisions qui ont des conséquences naturelles, mais pas graves. Quels vêtements mettre? Comment organiser sa chambre? Quelle activité extrascolaire choisir? Comment dépenser son argent de poche? Chacune de ces décisions
est une opportunité de renforcer son muscle de l'autonomie. Et quand ils se trompent, car ils vont se tromper, ne courez pas les sauver. Aidez-les à traiter ce qu'ils ont appris de l'expérience. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas d'élever des enfants qui ne commettent jamais d'erreurs, mais des enfants qui savent apprendre de leurs erreurs et qui ont confiance en leur capacité à prendre des décisions et à en assumer les conséquences. La 5e habitude est l'une des plus difficiles pour de nombreux parents à notre époque. Établir des limites claires et cohérentes tout en maintenant une connexion émotionnelle solide avec vos enfants. Les parents qui élèvent des enfants mentalement forts comprennent que les limites ne sont pas des murs qui séparent, mais des structures qui donnent sécurité et liberté pour grandir. Dans mon travail, j'ai observé deux extrêmes également préjudiciables. D'un côté, des parents qui confondent amour et permissivité et qui évitent de poser des limites par peur que leurs enfants ne les aiment pas. De l'autre, des parents qui posent des limites par la peur, la menace ou la froideur émotionnelle. La neuroscience nous enseigne quelque chose de fascinant sur les limites. Le cerveau des enfants a littéralement besoin de structure pour se développer sainement. Quand un enfant vit dans un environnement avec des limites claires et cohérentes, son système nerveux se sent en sécurité, ce qui permet au cortex préfrontal de se développer correctement. Mais voici la clé. Les limites efficaces ne sont pas imposées par une autorité aveugle, mais sont établies avec amour et expliquées avec une logique adaptée à l'âge de l'enfant. Je vais vous raconter l'histoire d'une mère venue en consultation complètement épuisée. Sa fille de 8 ans avait pris le contrôle de la maison. Elle décidait ce qu'on mangeait, quand on se couchait, quel programme on regardait à la télé. La mère me disait, c'est que je ne veux pas être comme mon père, qui était très autoritaire. Je veux que ma fille se sente libre et aimée. J'ai expliqué quelque chose qui a complètement changé sa perspective. Les enfants n'interprètent pas l'absence de limites comme de l'amour. Ils l'interprètent comme une absence de soins. Quand vous ne posez pas de limites, votre fille reçoit le message que vous ne vous souciez pas assez d'elle pour la protéger et la guider. Nous avons mis en place ce que j'appelle la méthode FIRM, faire, juste, immediate, immédiat, related, lié et maintenable, tenable. Faire signifie que la limite doit être adaptée à l'âge et à la situation. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de 4 ans de rester immobile pendant 2 heures, mais vous pouvez lui demander de ne pas frapper son frère. Immédiate signifie que les conséquences doivent s'appliquer le plus près possible, du moment où la limite est franchie. Le cerveau de l'enfant a besoin de cette immédiateté pour créer des connexions neuronales claires entre l'action et la conséquence. Related signifie que la conséquence doit être liée logiquement au comportement. Si votre fils ne range pas ses jouets, la conséquence logique est que les jouets ne soient pas disponibles pendant un temps, pas qu'ils soient privés de dessert. Maintenable signifie que vous devez être capable de tenir la limite que vous fixez. Ne mettez pas de conséquences que vous ne pourrez pas appliquer ou qui puniront plus la famille que l'enfant. Mais le plus important de tout est comment vous communiquez ces limites. Les parents qui élèvent des enfants mentalement forts utilisent ce que j'appelle des limites connectées. Au lieu de « parce que je le dis », ils utilisent des phrases comme « je te pose cette limite parce que je t'aime et je veux que tu apprennes à prendre soin de toi et des autres ». Un exemple pratique. Votre fils de 10 ans veut se coucher 1 heure plus tard, en semaine. Au lieu d'un non catégorique ou de céder pour éviter les conflits, vous pouvez dire « Je comprends que tu veuilles rester éveillé plus longtemps et je vois que tu es déjà grand. La limite de 21h30 existe parce que ton cerveau a besoin de repos pour bien fonctionner le lendemain. Que dirais-tu si le vendredi tu pouvais rester éveillé plus tard ?» Cette réponse valide son désir d'autonomie, explique la raison de la limite par la logique et offre une alternative qui respecte autant ses besoins que les règles de la famille. Un autre aspect crucial est la cohérence. Les enfants ont besoin de savoir à quoi s'attendre. Si aujourd'hui la limite est une chose et demain une autre, selon votre humeur, vous créez de l'anxiété au lieu de la sécurité. Mais cohérence ne signifie pas rigidité.
Il y a des moments pour la flexibilité, surtout quand votre enfant fait preuve de maturité, quand il y a des circonstances exceptionnelles ou quand vous vous rendez compte qu'une limite doit être ajustée à mesure qu'il grandit. L'un des outils les plus puissants est d'impliquer les enfants dans la création de certaines règles familiales. Quand ils participent à l'établissement des règles, il est beaucoup plus probable qu'ils les respectent, car ils sentent qu'ils ont été écoutés et qu'ils font partie du processus. La sixième habitude qui caractérise les parents qui élèvent des enfants mentalement forts est d'enseigner des compétences spécifiques de résolution de problèmes au lieu de résoudre les problèmes à leur place. Cette habitude est cruciale car à l'âge adulte, la capacité d'affronter et de résoudre des défis de manière autonome sera l'un des prédicteurs les plus importants du bien-être mental et du succès. Dans mon cabinet, je vois constamment de jeunes adultes brillants qui arrivent avec une anxiété sévère, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de ressources externes, mais parce qu'ils n'ont jamais développé la confiance en leur propre capacité à résoudre des problèmes. Leurs parents, avec la meilleure intention, ont résolu tant de problèmes durant leur enfance qu'ils sont arrivés à l'âge adulte sans avoir développé ce muscle mental fondamental. La neuroplasticité nous enseigne que le cerveau se renforce en pratiquant. Chaque fois qu'un enfant fait face à un problème, analyse des options, prend une décision et expérimente les conséquences, il construit et renforce littéralement les réseaux neuronaux responsables de la pensée critique et de la résolution de conflits. Les parents qui élèvent des enfants mentalement forts agissent comme des entraîneurs de résolution de problèmes, pas comme des résolveurs de problèmes. La différence est subtile, mais transformatrice. Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques mois, une mère est venue me voir, inquiète parce que son fils de 11 ans avait des problèmes récurrents avec un camarade de classe qui l'embêtait pendant les récréations. La première réaction de la mère avait été de parler à l'enseignante et aux parents de l'autre enfant, mais après notre conversation, elle a décidé d'essayer une approche différente. Au lieu de résoudre le problème pour lui, elle s'est assise avec son fils et lui a dit « Je vois que cette situation avec ton camarade t'affecte beaucoup. Il me semble que tu as un problème qui nécessite une solution. Quelles options penses-tu avoir ?» Au début, l'enfant a répondu par le typique « Je ne sais pas, dis-moi ce que je dois faire ». Mais la mère a persisté. « J'ai confiance que tu peux penser à quelques options. Prends ton temps. » Après avoir réfléchi, l'enfant a proposé 3 options. Ignorer le camarade, parler lui-même à l'enseignante ou essayer de parler directement avec le camarade. La mère n'a pas évalué les options comme bonnes ou mauvaises, mais l'a aidé à penser aux conséquences possibles de chacune. « Mamie, si tu décides de l'ignorer, que penses-tu qu'il pourrait se passer? Si tu parles à l'enseignante, comment pourrait-elle réagir? Si tu parles directement avec lui, que pourrais-tu lui dire ?» Finalement, l'enfant a décidé de parler d'abord avec le camarade de manière assertive, et si cela ne fonctionnait pas, alors il parlerait à l'enseignante. Le résultat, non seulement le conflit a été résolu, mais l'enfant a développé une confiance en sa capacité à gérer des situations difficiles. Mais enseigner la résolution de problèmes nécessite une méthode. Aidez votre enfant à définir clairement quel est le problème. Souvent, les enfants se sentent dépassés parce qu'ils voient de la situation comme un chaos général au lieu d'un problème spécifique qui peut être abordé. Encouragez votre enfant à penser à toutes les options possibles, même celles qui semblent peu réalistes au début. L'objectif est d'élargir sa pensée créative. Aidez-le à considérer les conséquences possibles. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? De quelles ressources aurais-je besoin pour chaque option? Soutenez votre enfant pour qu'il prenne une décision basée sur son analyse. Résistez à la tentation de trop influencer son choix. Après avoir mis en œuvre la solution, aidez-le à évaluer comment cela a fonctionné. Qu'a-t-il appris? Que ferait-il différemment la prochaine fois? L'une des clés les plus importantes est de résister à la tentation de sauter sur la solution quand vous voyez votre enfant lutter avec un problème. Votre instinct protecteur va vous crier de lui épargner la souffrance en résolvant tout rapidement.
Mais rappelez-vous, chaque problème que vous résolvez pour lui est une opportunité perdue de renforcement mental. Cela ne signifie pas l'abandonner, cela signifie changer votre rôle de résolveur à facilitateur. Posez des questions puissantes. Quelles options as-tu? Que penses-tu qu'il se passerait si... Comment te sentirais-tu si tu choisissais cette option? De quoi aurais-tu besoin pour que cette solution fonctionne? Il est aussi important d'enseigner aux enfants que tous les problèmes n'ont pas de solution parfaite. Parfois, la vie nous présente des situations où toutes les options ont des inconvénients, et c'est très bien ainsi. L'habileté réside dans le fait de choisir la meilleure option disponible à ce moment-là et de s'adapter selon les résultats. La 7e et dernière habitude est peut-être la plus puissante de toutes car elle englobe tout ce qui précède. Modéliser devant nos enfants la régulation émotionnelle et la mentalité de croissance que nous voulons qu'ils développent. Les enfants apprennent beaucoup plus de ce qu'ils voient que de ce qu'ils entendent. Cela a une base neurobiologique solide. Les neurones miroirs, découverts il y a quelques décennies, nous montrent que le cerveau des enfants est littéralement conçu pour imiter et intérioriser les modèles émotionnels et comportementaux qu'ils observent chez leurs principaux tuteurs. Cela signifie que vous pouvez faire à votre fils tous les discours du monde sur comment gérer la frustration. Mais s'il vous voit exploser chaque fois que vous faites tomber quelque chose, ou que vous vous trompez, son cerveau va enregistrer que c'est la façon normale de réagir face aux difficultés. Dans mon expérience clinique, j'ai observé que les familles les plus résilientes ne sont pas celles où les parents ne commettent jamais d'erreurs ou ne stressent jamais, mais celles où les parents modélisent comment gérer les erreurs et le stress de manière saine. Je vais vous raconter une anecdote personnelle qui illustre parfaitement ce point. Il y a quelques années, je préparais une présentation très importante pour mon travail et mon ordinateur s'est bloqué, me faisant perdre des heures de travail. Mes enfants étaient dans la pièce d'à côté et ont entendu ma réaction initiale, qui ne fut pas précisément un modèle de régulation émotionnelle. Après quelques minutes de frustration, je me suis rendu compte que j'avais une opportunité précieuse. Je suis allé voir mes enfants et je leur ai dit « Vous avez entendu que maman s'est beaucoup fâchée. J'ai perdu un travail important et ma première réaction a été de me frustrer énormément. Mais maintenant, je vais m'arrêter, je vais respirer profondément 3 fois et je vais penser aux options que j'ai pour résoudre ça. Je l'ai fait devant eux, j'ai respiré consciemment, j'ai verbalisé mes options. Je peux me fâcher plus et ne rien résoudre, je peux essayer de récupérer une partie du travail, ou je peux recommencer avec ce que j'ai appris. J'ai choisi la 3e option et je leur ai expliqué pourquoi. Le résultat, des mois plus tard, quand mon plus jeune fils s'est frustré parce qu'un dessin qu'il avait fait sur la tablette s'était effacé, sans que je lui dise rien, il s'est arrêté, a respiré 3 fois et m'a dit « Maman, je vais penser aux options que j'ai ». C'est le pouvoir de la modélisation. Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents qui leur apprennent à être des humains résilients et imparfaits. Mais modéliser la régulation émotionnelle nécessite conscience et pratique. Souvent, nous agissons en pilote automatique, surtout quand nous sommes stressés ou fatigués. Je vous donne quelques stratégies spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre. Première stratégie, la pause consciente. Quand vous sentez qu'une émotion intense est sur le point de vous déborder, surtout devant vos enfants, arrêtez-vous et dites à haute voix « J'ai besoin d'un moment pour me calmer ». Cela ne vous donne pas seulement le temps de vous réguler, mais enseigne à vos enfants qu'il est normal et sain de prendre des pauses émotionnelles. Deuxième stratégie, verbalisez votre processus interne. Les enfants ne peuvent pas voir ce qui se passe dans votre esprit. Alors, rendez-le visible. Je ressens beaucoup de frustration en ce moment parce que j'ai beaucoup de choses à faire et peu de temps. Je me sens inquiète pour la réunion de demain, mais je sais que m'inquiéter ne va rien changer. Alors je vais me concentrer pour me préparer le mieux possible. Troisième stratégie, montrez comment vous apprenez de vos erreurs. Quand vous commettez une erreur, surtout si elle affecte vos enfants, modélisez le processus de responsabilité et d'apprentissage.
J'ai commis une erreur en réagissant ainsi quand tu as renversé le jus. Je me suis laissé emporter par le stress et ce n'est pas bien. Je suis désolé et je vais essayer de mieux réagir la prochaine fois. Mais la modélisation va au-delà de la régulation émotionnelle. Elle implique aussi de montrer une mentalité de croissance dans votre propre vie. Comment réagissez-vous quand vous ne savez pas faire quelque chose? Dites-vous « je ne suis pas bon en maths » ou dites-vous « je ne maîtrise pas encore ce type de problème mathématique ». Comment parlez-vous des défis? Les voyez-vous comme des menaces ou comme des opportunités de croissance? Comment vous reliez-vous à l'échec? L'évitez-vous à tout prix ou le voyez-vous comme une information précieuse? Je me souviens d'une mère venue en consultation, inquiète parce que sa fille de 12 ans abandonnait immédiatement devant toute tâche qui lui semblait difficile. Au cours de nos conversations, nous avons découvert que la mère disait constamment des choses comme « je n'ai jamais été bonne pour les langues » ou « les maths, ce n'est pas mon truc ». Je lui ai proposé une expérience. Pendant 1 mois, elle allait changer son langage interne et externe vers une mentalité de croissance. Au lieu de « je ne suis pas bonne pour ça », elle dirait « je n'ai pas encore développé cette compétence ». Au lieu d'éviter les défis, elle allait verbaliser son processus d'apprentissage devant sa fille. Le résultat fut surprenant. En moins de 2 mois, la fille avait commencé à utiliser un langage similaire et à montrer plus de persévérance face aux difficultés. Il est aussi crucial de modéliser comment vous demandez de l'aide. Les enfants ont besoin d'apprendre que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais d'intelligence émotionnelle. Quand vous ne savez pas quelque chose, verbalisez-le. Je ne sais pas comment résoudre ça, je vais chercher l'information. Ou « je crois que j'ai besoin d'aide sur ce sujet, à qui pourrais-je demander ?» L'un des aspects les plus puissants de la modélisation est de montrer comment vous vous traitez vous-même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Vous critiquez-vous durement ou vous traitez-vous avec compassion? Vous concentrez-vous sur ce qui a mal tourné ou reconnaissez-vous aussi ce que vous avez bien fait? Les enfants qui grandissent en voyant des parents qui se traitent eux-mêmes avec compassion et qui voient des erreurs comme des opportunités d'apprentissage développent une voix interne beaucoup plus saine et résiliente.